Alors, on va partir ensemble à la découverte de ce qu'est Spring Boot. Donc, Spring Boot, c'est un framework qui permet de développer des applications web. Donc, on va voir ensemble que ces applications web, elles peuvent avoir différentes typologies. Et donc, Spring Boot, c'est une technologie qui s'utilise principalement côté serveur, notamment avec le langage Java. Donc, c'est pas la seule option. Il y a deux autres possibilités que sont les langages Kotlin et Groovy. Alors, une des typologies d'applications qu'on peut réaliser avec Spring Boot, c'est ce qu'on appelle les API REST. Alors, on va voir un peu plus en détail ce que c'est. Donc, on imagine que depuis notre navigateur web, on émet une requête HTTP. Et en face de cette requête, on a notre API REST Spring Boot qui va traiter la requête et y répondre. Alors, une API REST, c'est quoi ? Eh bien, c'est une manière de faire interagir deux systèmes en utilisant et en se reposant sur les protocoles du web. Donc, on verra plus en détail dans ce cours ce que c'est qu'un style d'architecture REST, puisqu'on parle de style d'architecture. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'une API REST, c'est une typologie de service web, de web service. Donc ici, notre API REST, elle a différentes fonctionnalités. On imagine par exemple des fonctionnalités que pourrait avoir un site de location saisonnière par exemple. Donc, pour réaliser ces différentes opérations, eh bien, l'API REST va utiliser éventuellement une base de données, et puis donc la requête va être traitée, et enfin l'API REST va retourner une réponse, et cette réponse par exemple elle peut servir pour afficher des données à l'utilisateur. Et donc une autre typologie d'application qu'on peut faire avec Spring Boot, c'est ce qu'on appelle les microservices. Alors on va expliquer ce que c'est, et on va le faire en reprenant l'exemple précédent. Donc toujours depuis notre navigateur web, on émet une requête HTTP, et cette fois-ci l'application qui va venir traiter cette requête, c'est non plus une API REST, mais c'est une application qui est architecturée en microservices. Donc ça donne ce type d'architecture. Alors un microservice c'est quoi ? Bien, on peut dire que c'est une application dont le périmètre fonctionnel est très précis, très spécialisé. On peut même dire quelque part que le microservice n'a qu'une et une seule fonctionnalité. Donc ici par exemple le microservice de recherche, bien, il ne sait faire que ça, il est dédié aux recherches, et s'il a besoin par exemple d'une base de données pour effectuer ces traitements, eh bien, il va être responsable de ses propres données. On imagine également que le microservice de réservation, pour lui, c'est la même chose. Et enfin, pour le microservice de paiement, lui, on imagine qu'il n'a pas besoin de stocker de données. Et on peut aussi tout à fait imaginer qu'il délègue les traitements des paiements à une autre application, un autre service web, voire même un autre microservice. Ça, c'est tout à fait envisageable. Donc ici, on a un exemple type de ce qu'est un microservice. Et dans l'écosystème Java, quand on pense microservice, eh bien en termes de framework, c'est souvent Spring Boot qui est un choix très répandu. Et enfin, une autre typologie d'application qu'on peut faire avec Spring Boot, ce sont les applications dites standalone. Alors, quand je disais que Spring Boot était un framework qui permet de développer des applications web, c'est vrai, mais c'est pas sa seule utilisation. Donc une application standalone, c'est quoi ? C'est une application classique qu'on aurait développée avec Spring Boot, qui va avoir un certain nombre de fonctionnalités, de traitement, d'opérations, qui va savoir faire des choses, qui peut éventuellement utiliser un système type base de données ou de stockage quelconque, mais avec laquelle on va interagir en ligne de commande par exemple, et non plus via un protocole type HTTP. On peut aussi imaginer que lorsque l'application elle est lancée, eh bien, elle n'a besoin d'aucune interaction, ni d'une ligne de commande, ni d'une action réalisée par un humain, simplement elle fait ses traitements de manière indépendante. D'où son nom d'application standalone. Alors maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur ce qu'on peut faire avec Spring Boot, il y a une chose que vous devez savoir. C'est que si vous souhaitez développer votre application, eh bien Spring Boot tout seul, ça ne va pas suffire. En fait, vous allez devoir assembler différents composants logiciels pour initialiser et faire fonctionner votre application. Et donc pour mieux comprendre ce qu'est Spring Boot, il faut s'intéresser à ce qu'on appelle l'écosystème Spring. C'est pour ça que la personne que vous avez devant les yeux, c'est Rod Johnson. C'est le créateur du premier projet de l'écosystème Spring. Et ce projet initial, cette première brique, elle s'appelle Spring Framework. Donc on viendra dessus par la suite. Et donc Ron Johnson, c'est un personnage très connu dans l'écosystème Java, parce que notamment il est contributeur actif dans le monde de l'open source, il fait des conférences dans le monde entier, et il est notamment membre du comité exécutif qui valide les évolutions et les fonctionnalités qui sont intégrées à la plateforme Java. Donc il a fondé la société qui était à l'origine de l'écosystème Spring qui s'appelait Spring Source, puisque depuis, cette société a été rachetée en 2009 par VMware.
Donc VMware, c'est une grande entreprise qui a des produits notamment de virtualisation. Donc aujourd'hui, Ron Johnson, je ne sais pas si au quotidien, il continue à écrire beaucoup de lignes de code, mais il participe activement au développement des projets de l'écosystème Spring. Et donc à l'origine de l'écosystème Spring, il y a Spring Framework. Donc Spring Framework, il sert de base à d'autres projets de l'écosystème Spring, notamment Spring Boot. Donc il a un certain nombre de modules et de concepts, et donc nous dans ce cours, on va faire un zoom sur 4 d'entre eux, et on verra comment ils sont mis en œuvre dans notre application Spring Boot. Donc il y a l'inversion, contrôle et l'injection de dépendance, l'accès aux données, la programmation orientée aspect et le principe MVC, le modèle vue contrôleur. Alors, pour illustrer le principe d'inversion de contrôle et d'injection de dépendance, on va prendre un exemple de code concret en Java. Alors on a ici une interface qui représente un outil, un tool, et une interface quelque part c'est un contrat qui dit voilà ce qu'il y a à faire si vous voulez être un outil. Il faut faire un job. Donc ici on a une implémentation de cette interface qui est le tournevis. Et le tournevis il dit ben voilà, moi mon job c'est de visser des trucs. Donc quand je fais mon job, eh bien je visse des trucs. Et sur le même principe, on a le marteau qui lui il martèle des trucs. Et donc ces outils, on peut imaginer qu'ils sont utilisés par un travailleur, un worker. Donc cet objet worker, il possède un outil, il a un attribut outil, et une manière d'injecter une dépendance dont il a besoin, c'est au niveau de la ligne 11, c'est que quand on le crée, eh bien on invoque directement le constructeur de l'outil et on crée un outil à ce moment-là. Et donc avec ça, il peut travailler. Donc ce qu'on a la méthode ligne 14. Alors cette implémentation, elle pose deux problèmes en réalité. Le premier, c'est qu'elle associe fortement worker et tournevis et screwdriver. Et ça, c'est un gros problème, c'est ce qu'on appelle le couplage fort. Et en programmation orientée objet, c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter, parce que ça rend le code moins maintenable et moins évolutif. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, worker, il a quelque part plusieurs responsabilités. Il a la responsabilité de créer l'outil, d'instancier le screwdriver, et la responsabilité de faire son job, la fameuse méthode work qui est ligne 14. Et ça aussi, c'est un principe que l'on veut éviter en programmation orientée objet. On veut que les classes, elles aient une et une seule responsabilité. Donc, cette implémentation pose problème, donc on peut imaginer d'en faire une un peu meilleure. Et donc, ici, on a un smart worker. Alors, cette implémentation, elle est meilleure, pourquoi ? Parce que comme on peut le voir, la grande différence, c'est qu'au niveau du constructeur qui est ligne 7, eh bien, on va cette fois-ci justement injecter la dépendance. Et là, ça fait toute la différence, puisque donc d'une part, on va lui donner la dépendance dont il a besoin, et en plus ici, on lui a passé non pas une classe concrète, mais on lui a passé l'abstraction, on lui a passé l'interface. Et ça change pas mal de choses. Et donc grâce à ça, on peut écrire ce genre de code. Alors on voit que worker, on l'instancie, voilà, il est créé, ça y est, on sait forcément qu'il utilise un tournevis parce que les deux sont justement fortement couplés, et donc avec ce code-là, on ne se limite qu'à ça, on ne peut faire que ça. On crée le worker, ça utilise forcément un tournevis, donc déjà on voit que sur le principe c'est pas génial, mais on voit qu'on est un peu verrouillé à ce niveau-là. Alors qu'avec le smart worker, eh bien, on peut lui injecter différentes dépendances et on rend le code beaucoup plus évolutif et beaucoup plus versatile. Et il y a une chose qu'on ne voit pas ici, mais qu'il faut savoir, c'est que cette injection de dépendance, eh bien, elle nous sera facilitée et elle sera faite par Spring Framework notamment. On le verra à l'œuvre dans notre application Spring Boot. Et donc c'est là où on parle d'inversion de contrôle. Puisqu'en fait, ce n'est pas l'application qui s'exécute, qui gère les dépendances et les cycles de vie des objets, mais c'est le framework en question. C'est pour ça qu'on parle d'inversion. Et aussi, ce qui est important de savoir, c'est que ce que vous avez devant les yeux là comme exemple de bonne pratique, eh bien, c'est une bonne pratique de programmation globale. Ce n'est pas propre à Spring. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir que le framework, eh bien, il pousse à des bonnes pratiques. Alors l'accès aux données, c'est un sujet que l'on rencontre dans la plupart des applications d'entreprise, et on va voir que Spring Framework, il offre des mécanismes qui permettent de gérer la partie persistance des données de notre application. Alors, il le fait à travers un principe général qui s'appelle le repository. Le repository, c'est un mécanisme qui permet d'encapsuler la gestion et l'accès à un système de stockage, donc qui permet d'aller lire
écrire et chercher des données. Donc quand on dit encapsulé, ça veut dire qu'il nous affranchit et il nous masque la complexité et toutes les mécaniques internes qui permettent de communiquer avec ce système de stockage. Donc ça c'est le principe très général, et il existe une implémentation qui est dédiée au monde des bases de données qui s'appelle le mapping objet relationnel. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une sorte de passerelle, d'interface, qui permet de faire le lien entre le monde Java, donc tel qu'on le connaît avec des objets, donc quelque part c'est la partie les objets de notre application, et ça fait le pont avec les bases de données. Donc une base de données, elle est composée de tables. Les tables sont reliées entre elles par des relations, et on interroge une base de données pour chercher des données avec le langage SQL. Et bien le mapping objet relationnel, ça fait la correspondance entre ces deux mondes. Donc évidemment, on le verra à l'œuvre dans notre application Spring Boot. Alors, la programmation orientée aspect, c'est un autre paradigme de programmation. Donc on connaît la programmation orientée objet, dans laquelle le concept central, c'est l'objet, comme son nom l'indique. Et donc pour la programmation orientée aspect, eh bien vous l'aurez deviné, c'est l'aspect. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Eh bien, quand on exécute notre application, on exécute ce qu'on appelle notre code métier. Mais en fait, il n'y a pas que ça qui s'exécute, puisque dans beaucoup d'applications d'entreprise, on a aussi des problématiques techniques. Donc, grâce à la programmation orientée aspect, on peut isoler ces problématiques techniques dans ce qu'on appelle justement un aspect. Par exemple, j'ai besoin de mesurer le temps d'exécution d'une méthode. Eh bien, le code qui va faire ça, je peux l'isoler dans un aspect, je peux définir un événement qui a lieu lors de l'exécution de mon application, que je vais appeler un point de jointure, un point de jonction. Et donc l'utilisation des deux va faire que je peux injecter du code technique dans mon code métier, et il va s'exécuter avec le flow d'exécution de mon application. Donc l'avantage de pouvoir isoler l'aspect, eh bien, c'est qu'on peut le réutiliser lors de différents événements à différents endroits dans notre code. Donc là aussi, on voit l'application d'une bonne pratique qui est justement la séparation du code métier et du code technique. Et donc on verra ça aussi à l'œuvre dans notre application Spring Boot. Alors, avec le modèle VueController, on se situe plus sur la partie web. Donc on va voir comment ça se met en œuvre avec le traitement d'une requête. Donc on émet une requête, et en face de cette requête, il y a une sorte de façade, un dispatcher, qui se charge de récupérer cette requête et de la rediriger vers le contrôleur approprié. Le contrôleur, lui, il va être en charge ensuite d'appeler les services et les fonctionnalités de notre application, quelque part le code métier. Ensuite, il retourne un objet qui va contenir à la fois les données et la vue à afficher. Donc à nouveau, le dispatcher va aller récupérer cette vue grâce à son nom. Et une fois qu'il a tout ça, grâce aux données du modèle et de la vue combinée, il peut générer la réponse et retourner une réponse HTTP pour éventuellement afficher des informations à un utilisateur. Donc ce qu'on vient de voir, ce sont 4 modules qui constituent le cœur de Spring Framework, le noyau de Spring Framework. Donc l'écosystème Spring, il est né avec Spring Framework, et bien évidemment avec le temps il est venu s'enrichir. Donc on a par exemple aujourd'hui Spring Data, qui permet donc la gestion d'accès aux données, on a Spring Batch qui permet le traitement de données par l'eau, on a Spring Cloud pour tout ce qui est déploiement d'applications dans le nuage, on a Spring Security pour tout ce qui est sécurisation d'accès, authentification et restrictions et ce genre de choses, et on a bien évidemment Spring Boot qui va nous intéresser tout particulièrement dans ce cours, mais il y en a encore beaucoup d'autres. L'écosystème il est hyper riche, hyper vaste, et vous avez quasiment aujourd'hui en face de chaque problématique d'entreprise, on peut dire qu'on a quasiment une solution Spring clé en main pour résoudre ces problèmes. Alors maintenant qu'on connaît un petit peu mieux l'écosystème Spring, on va s'intéresser à comment s'architecture une application Spring Boot, notamment dans le cadre du développement d'une application web. Donc toujours depuis notre navigateur, on va pouvoir émettre des requêtes et recevoir des réponses, et ça va être géré par un contrôleur REST. Ce contrôleur va faire appel à une couche service, donc c'est elle qui va réaliser les traitements, métiers et les fonctionnalités de notre application, et cette couche-là, elle va faire appel à une couche qui va gérer la persistance, donc on retrouve l'utilisation d'un repository qui lui va manipuler des objets qu'on appelle des entités. Et donc c'est cette couche-là qui va gérer la communication avec une base de données. Donc ça c'est un exemple type d'application web
qu'on va pouvoir faire avec Spring Boot. Alors une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Spring Boot c'est utilisé en entreprise? Donc la réponse est oui, notamment au sein de très grosses sociétés, et on peut s'intéresser en particulier au cas de Netflix, car il faut savoir que Netflix c'est une plateforme qui est composée d'une énorme galaxie de microservices. Ils ont même été précurseurs dans le domaine, et ils ont même rendu open source certains de leurs projets qu'ils avaient développés en interne. Et donc en 2010, ils ont eu des contraintes de fiabilité, de robustesse et de performance, et ils ont décidé de migrer intégralement leurs microservices avec Spring Boot, sous Spring Boot. Et donc au-delà de l'utilisation d'entreprise, Spring Boot c'est quand même un framework qui est hyper utilisé et très répandu dans l'écosystème Java. Donc c'est quand même une compétence qu'il est vraiment intéressant d'avoir pour faire du développement web en entreprise. Il faut savoir aussi que l'écosystème Spring, c'est un vaste écosystème qui regroupe tout un tas de fonctionnalités. On a une base de code qui est hyper propre, on a des bonnes pratiques de développement qui sont prônées par le framework. On le verra aussi, on a des tests et c'est quelque chose qu'on pourra mettre en œuvre dans notre application Spring Boot. Et on a vraiment des choses qui sont faites pour être ce qu'on appelle production ready, pour être déployé en production et pour être utilisable en entreprise.